Donc je ne vais pas vous parler des polices communales, parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de police communale depuis 2002. Donc ça fait quand même un bon bout de temps. Mais bien des polices locales. Alors je vous parlerai successivement. Vérifiez si je vois bien. Ah oui. Donc du cadre général du paysage policier, comme vous le voyez, et ensuite de la gouvernance des zones de police. Je parle de zones de police parce qu'ici à Bruxelles, dans l'agglomération bruxelloise, vous avez 6 zones de police qui sont toutes des zones de police pluricommunales, donc qui comptent plus d'une commune. Le cadre général ou le paysage policier, pour savoir de quoi on parle, voilà quelques chiffres. L'abréviation CO veut dire cadre organique. Donc vous voyez le nombre de personnel opérationnel, OPS, cadre organique, réel, et le nombre de membres du personnel administratif et logistique. Là aussi, le cadre organique et le cadre réel. Enfin, quand vous faites la somme des policiers qui sont actifs sur le territoire de la coopération bruxelloise, ça fait 5 600 policiers, assistés de 1100 membres du personnel CALOG, ce qui n'est pas négligeable. Alors un petit rappel sur le paysage policier. Vous savez, je pense, pour la majorité d'entre vous, oui, je vais m'exprimer principalement en français. Zo kunnen zijn dat ik af en toe Nederlands spreek, maar dat is, hoe zou ik zeggen, puur toeval. Maar ik kan soms gemakkelijker mijn woorden vinden in het Nederlands dan in het Frans. Mais je vais m'exprimer principalement en français. Donc il existe depuis le début du XXIe siècle 2 niveaux de police. Une police fédérale créée le 1er janvier 2001 et des polices locales créées le 1er janvier 2002. La police fédérale est chargée, comme vous le voyez, vous pouvez le lire, de missions spécialisées et supralocales et de fournir de l'appui aux autorités et aux zones de police locales. Des missions spécialisées concernent tant la police judiciaire, avec des polices judiciaires fédérales, vous en avez une par province, qui s'occupe principalement de criminalité organisée, de criminalité internationale. Ils exercent aussi des missions spécialisées sur le plan de la police administrative et disposent pour cela de moyens spéciaux dont ne disposent pas les polices locales. Je pense aux arroseuses, comment on les appelle dans notre jargon policier, enfin comment on appelle encore ça, les canons, les autopompes, c'est ça, les autopompes. Pensez à ça, pensez aux hélicoptères, pensez aux chevaux, une série d'engins au sens large dont ne disposent pas les polices locales. La police fédérale doit aussi fournir un appui aux zones de police, un appui qui soit tant opérationnel, en fournissant le matériel spécialisé dont je vous ai parlé, lorsqu'il y a de grands événements qui nécessitent l'intervention de ce genre de moyens, comme c'est souvent le cas ici sur le territoire de l'Aglo, mais elle doit aussi fournir un appui non opérationnel, c'est-à-dire établir, par exemple, pour les polices locales, des marchés publics, lui donner des avis en matière d'application du statut de la police, qui est une matière assez compliquée. Enfin, bref, toute une série d'appuis non opérationnels pour soulager les zones de police. Je dois bien vous dire que depuis qu'on a fait la réforme des polices, les moyens de la police fédérale ne sont plus ceux de 2001 et elle ne peut plus fournir des appuis tant opérationnels que non opérationnels que ceux qu'elle fournissait il y a presque 25 ans maintenant. Ce qui veut dire que les 2 niveaux de police étant des vases communicants, eh bien, ce que la police fédérale ne fournit plus, ce sont les polices locales qui doivent faire médier, sans en avoir toujours les moyens. Donc ça crée parfois des tensions. Enfin, vous avez des polices locales qui sont chargées, elles, de la police de base, tant de la police judiciaire que de la police administrative. Donc ce sont les polices locales qui constatent, qui prennent tout d'abord note des plaintes des citoyens dans toutes les matières possibles, imaginables, qui constatent des vols, des dégradations, des meurtres même, des meurtres. Pas la criminalité spécialisée, pas la criminalité internationale, mais enfin tout ce qui peut se passer de classique en matière judiciaire sur le territoire d'une commune ou d'une zone de police. La notion de police de base s'exerce au moyen de 7
fonctionnalités. Donc chaque police locale dans tout le pays doit assurer cette fonctionnalité de base. L'accueil, la proximité, l'assistance aux victimes, l'intervention, le maintien de l'ordre et la mobilité. Alors à chacune de ces fonctionnalités de base sont attachées des normes. Par exemple, en matière de proximité, eh bien, une directive ministérielle dispose qu'il faut pour 4000 habitants un agent de proximité, donc un inspecteur de proximité. En matière d'intervention, dans chaque zone de police du pays, vous devez avoir une patrouille de 2 policiers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une patrouille 12 heures par jour pendant tous les jours de l'année. Il est évident que si cela vaut pour la zone de police de Comines ou de Fouron, bon, ça ne vaut pas pour l'agglomération bruxelloise. Il y a beaucoup plus de patrouilles, bien sûr, parce que le personnel permet d'en engager beaucoup plus, mais ce sont des normes minimales. Alors il faut aussi avoir en tête que ce qu'on appelle police de base maintenant n'est plus tout à fait ce qu'on appelait police de base il y a 25 ans. Il y a 25 ans, on ne parlait pas encore énormément de cybercriminalité. Quand on en parlait et quand la police locale était saisie d'une plainte pour phishing, par exemple, eh bien, le policier local, que faisait-il? Bon, ce n'est pas ma compétence, je vais m'adresser au grand frère de la police fédérale. Ce n'est plus le cas maintenant. Lorsqu'il faut craquer un GSM, lorsqu'il faut acter une plainte en matière de phishing, eh bien, on doit s'attendre à ce que le policier local soit à même au moins de comprendre ce qu'on lui dit et idéalement de résoudre le problème que le particulier pose. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment trop compliqué, mais il peut faire appel bien sûr à la police fédérale. Et donc tout ça pour vous dire qu'on exige plus en termes de compétences, de connaissances du policier de base que ce qu'on en exigeait il y a 25 ans ou 24 ans. La gouvernance des zones de police pluricommunales, donc c'est le cas à Bruxelles, je vous l'ai dit, il y en a 6. Commençons par le collège de police. Premier organe de gouvernance, c'est la réunion des bourgmestres de la zone de police. Ils constituent un collège. Quelles sont leurs compétences? Recevoir les prestations de serment, désigner un secrétaire de la zone, proposer un comptable spécial. Ils sont aussi autorités disciplinaires pour infliger les sanctions les plus lourdes aux membres du personnel de la zone de police. Ils assurent la gestion financière de la zone de police. Alors, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'écrit pas, mais ce qui se fait, c'est que c'est le collège de police qui prépare en fait toutes les décisions qui vont être soumises pour, je dirais, ratification par un conseil de police. Mais ceux qui dirigent vraiment la zone de police, c'est le collège de police. À côté de ce collège de police, vous avez un conseil de police. Ce conseil de police, il est composé de membres des conseils communaux, des communes qui composent la zone. Alors leur nombre dépend de la population des communes de la zone. À eux s'ajoutent les bourgmestres. Alors ce conseil de police, il est là pour assurer tout d'abord un contrôle démocratique, comme je l'ai dit. Un contrôle démocratique de la police, puisque le conseil de police peut régulièrement demander que le chef de corps de la police locale vienne s'expliquer, pour exercer aussi un contrôle sur l'organe exécutif des zones de police, c'est-à-dire sur le collège de police. C'est également, comme vous voyez, le conseil de police qui présente et évalue les chefs de corps. Je dis présenter un chef de corps parce que le chef de corps est nommé par le roi. Idem pour les officiers supérieurs, donc les commissaires divisionnaires. Ils sont présentés par le conseil de police, puis ils sont nommés par le roi. Ils nomment les autres membres de la zone de police. Ils fixent le cadre du personnel, ils désignent un secrétaire, un comptable spécial. Dans chaque zone de police, vous avez un comptable spécial qui peut être un comptable régional ou un comptable communal. Il approuve le budget et il approuve les comptes annuels. Pas mal de compétences. Mais comme je vous l'ai indiqué, la plupart de ces attributions, de ces compétences, de ces décisions à prendre sont préparées par le collège de police en concertation avec le chef de corps, bien sûr. Troisième organe, c'est le bourgmestre, ou les bourgmestres. Alors il ne faudrait pas croire que parce qu'il y a un collège de police, comme ici à Bruxelles, il y en a 6, que les bourgmestres n'ont plus aucun pouvoir sur la police.
Le bourgmestre est en effet et reste responsable de la sécurité sur le territoire de sa commune. Cela veut dire qu'il peut actionner n'importe quelle partie du corps de police de la zone pluricommunale pour résoudre des problèmes de sécurité qui se posent sur sa commune. C'est lui qui est le chef de la police pour l'exécution de ses missions de police administrative, parce qu'il est autorité administrative. Pas pour les missions judiciaires, bien sûr. Pour les missions judiciaires, la police locale relève de l'autorité du procureur du roi. Mais en matière de sécurité et en matière de police administrative, c'est le bourgmestre qui reste le chef de la police. Et enfin, vous avez le chef de corps. Donc c'est un commissaire divisionnaire ou un premier commissaire divisionnaire. C'est quelqu'un qui porte 3 couronnes dorées ou 3 couronnes dorées qui sont soulignées. Ils sont soulignés parce que c'est quelqu'un qui a au moins 13 ans d'ancienneté comme commissaire divisionnaire. Je ne suis plus policier. Je ne suis plus policier. Le chef de corps, il dirige sa boutique, bien sûr. Il assure la direction, la gestion, la répartition des tâches au sein de son corps, sous l'autorité des bourgmestres. Il applique la politique locale de sécurité ou les politiques locales de sécurité, parce qu'il peut y avoir des variations, des tonalités différentes selon les bourgmestres qui composent la zone. Il est responsable du respect des normes, notamment celles qui collent, je dirais, à chacune des fonctionnalités de base, mais aussi des normes en termes d'armement, en termes d'équipement, en termes de tenue, de striping des véhicules. Vous voyez que les véhicules de police commencent à changer de striping, enfin de style maison pour le moment. Il est responsable de la bonne exécution des missions locales. Et enfin, il veille au respect du plan zonal de sécurité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, dans chaque zone de police, on établit tous les 4 ans un plan zonal de sécurité, qui lui-même est une déclinaison d'un plan national de sécurité, qui est aussi établi tous les 4 ans, qui est une déclinaison d'une note cadre de sécurité intégrale, qui est établie au début de chaque législature fédérale. Donc on aura en principe cette année une note cadre de sécurité intégrale, qui concerne tous les partenaires de la sécurité, tant au niveau fédéral qu'au niveau des entités fédérées. Et bien à partir de ce document, la police traduit dans un plan national ce qu'elle va faire pour contribuer à atteindre les objectifs qui sont fixés par la note cadre de sécurité intégrale. Et puis les zones, à leur niveau, fixent un plan zonal de sécurité tous les 4 ans. Et ce plan zonal doit tenir compte du plan national de sécurité. Alors ici, à Bruxelles, vous avez quelque chose en plus, qui est spécifique à la région de Bruxelles-Capitale, c'est que pour cette région existe un plan régional de sécurité, qui tient compte lui aussi du plan national. Donc c'est un peu comme des poupées russes, si vous voulez. Vous avez une note cadre de sécurité intégrale, un plan national, un plan régional et des plans zonaux de sécurité. Les plans zonaux de sécurité sont établis par un conseil zonal de sécurité. Et on y trouve là-dedans le chef de corps, bien sûr, le procureur du roi, le président du collège de police, le directeur coordinateur de la police fédérale et la plupart du temps le directeur judiciaire, donc le patron de la police judiciaire fédérale. Et ces personnages donc déclinent à leur niveau le plan national pour le traduire dans des effectifs, des points d'attention, des objectifs et des points d'attention pour leur zone de police. Le plan zonal de sécurité n'est pas la reproduction à la petite échelle du plan national, n'est-ce pas? C'est un plan dans lequel on retient ce qui est propre à la zone et dans lequel on ajoute éventuellement des choses qui ne figurent pas dans le plan national, mais qui sont typiques à la morphologie ou au type de population, que c'est au type de criminalité de la zone de police. Eh bien, c'est le chef de corps qui doit veiller au respect du plan zonal de sécurité et régulièrement rendre compte au collège de police, éventuellement au conseil de police, si on lui demande de le faire. Voilà comment ça se passe.